Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques historiques. Bon les gars, je suis un peu malade donc ça risque de parler fort du nez sur cette vidéo. Faudra pas m'en vouloir. Chaque Noël, la même histoire circule sur les réseaux sociaux. Coca-Cola a inventé le Père Noël. Ou alors, il lui a donné un tout nouveau look dans les années 1930. Bah oui, c'est grâce à eux que son costume est rouge. Après tout, c'est la couleur de Coca-Cola. En 2008, Phil Mooney, directeur du département des archives de Coca-Cola, décide de s'exprimer au sujet de la tenue colorée du Père Noël. Il explique alors, en fait, nous ne revendiquons pas la couleur du manteau du Père Noël, bien que cela ait bien fonctionné pour nous puisque le rouge est si étroitement lié à Coca-Cola. Mais nous n'avons pas eu l'idée de mettre des vêtements rouges au Père Noël. Bon, si cette rumeur est persistante puisque le rouge est la couleur reconnaissable de la marque, ce n'est évidemment pas Coca-Cola qui a donné la couleur rouge au Père Noël. Aujourd'hui, on va revenir sur les origines du gros bonhomme pour comprendre comment Coca-Cola s'est approprié son image. Alors, le Père Noël, il vient d'où? Vous allez me dire de Laponie, accompagné de petits lutins, mais c'est pas exactement ça. En fait, le personnage du Père Noël descend de l'évêque Nicolas de Myre, qui a vécu au IVe siècle. Les historiens situent sa naissance entre 250 et 270 en Lycie, l'actuelle Turquie au sud-ouest, et estiment qu'il est devenu l'évêque de Myre en 315. Saint Nicolas était populaire de son vivant et avait la réputation d'être un faiseur de miracles. Sa réalisation la plus célèbre a été la résurrection de 3 jeunes garçons tués et placés dans un bac à salé par un boucher. L'histoire raconte qu'un boucher avait 3 enfants. Sans raison apparente, il les tua, les découpa et les jeta en morceaux au saloir afin de vendre cette viande fraîche. Et bah, joyeux Noël hein! Nicolas, qui passait par là, demanda de se faire servir un repas. Il voulait absolument consommer de la viande mise au saloir. Pris de remords, le boucher s'effondre et avoue son crime. Nicolas étend la main au-dessus du saloir et hop, comme par magie, les enfants sont reconstitués et s'éveillent comme à la suite d'un long sommeil. Cette histoire, accompagnée d'autres tout aussi extraordinaires, l'ont conduit à être considéré comme le protecteur des enfants et des écoliers. Bien que l'on sache très peu de choses sur sa vie dû au manque considérable de sources, de nombreux mythes et miracles lui sont associés. L'une de ces histoires décrit comment Nicolas a sauvé les filles d'un pauvre homme d'une vie de prostitution en jetant secrètement les pièces de monnaie ou de l'or pour leur dot par une fenêtre ouverte. Il n'a pas fallu longtemps pour que Nicolas devienne le saint patron des enfants, des pauvres, des marins, des prostituées, des célibataires et de bien d'autres encore. Des églises ont été fondées en son nom et dans plusieurs régions de l'Europe médiévale. Saint-Nicolas était fêté chaque année le 6 décembre ou aux alentours de cette date. Alors, vous allez me dire, pourquoi cette date ? Eh bien, c'est tout simplement parce que pendant la nuit du 5 au 6 décembre, le saint distribuait des friandises et des cadeaux aux enfants, accompagné de son alter ego maléfique, le père Fouettard, qui lui était chargé de s'occuper de ceux qui n'avaient pas été sages. Seulement en décembre 343, ayant eu la révélation de sa mort prochaine, Nicolas donne une dernière messe pontificale. Puis il se retire dans le monastère de la Sainte-Sion dont il avait été fait abbé. C'est à ce moment qu'une petite fièvre le saisit. Il se fait alors administrer les derniers sacrements et s'éteint le 6 décembre 343. Des siècles plus tard, en 1087, des marins de Bari dans les Pouilles en Italie ont ramené des restes pour qu'ils soient vénérés en Europe. C'est à partir de ce moment que le saint a commencé à coïncider avec certaines croyances populaires et mythologiques d'Europe. À partir de là, notre futur Père Noël développe sa première compétence, à savoir la capacité d'aller de toit en toit pour distribuer des cadeaux. Il devient populaire dans de nombreux pays, notamment aux Pays-Bas, où les pièces de monnaie sont l'un des cadeaux traditionnels, tout comme celles qu'il a données aux pères et aux prostituées, bien que de nos jours les pièces soient en chocolat. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle, qui supprime la fête de Saint-Nicolas dans des pays d'Europe, les Hollandais gardèrent leur... Je sais que vous attendez que je parle en hollandais, mais vous allez encore vous foutre de ma gueule. Alors, on va faire appel à un petit robot. Donc, je disais, les Hollandais gardent leur Sinterklaas. nom hollandais pour Saint-Nicolas et sa distribution de jouets. Il est fêté à travers le monde à l'occasion du Samichlausteg. en Suisse. La transition mondiale est arrivée grâce aux Américains. Les premiers colons, les Pilgrim Fathers, étaient très reconnaissants au XVIIe siècle d'avoir pu traverser l'Atlantique sains et saufs.
Donc, comme patron des marins, le personnage de Saint Nicolas était très vénéré en Amérique du Nord. Saint Nicolas a peu à peu perdu son père Fouettard, la créature qui l'accompagnait et qui menaçait les enfants de ses baguettes si les enfants n'avaient pas été sages. Il a troqué sa mitre contre un bonnet mou, puis il a gagné un gros ventre et la toute petite taille des petits lutins d'Europe du Nord qui lui permettaient de passer par les cheminées pour venir déposer des cadeaux. Lorsque les premiers immigrants néerlandais s'installèrent aux États-Unis, Sinterklaas. a été déformé et américanisé pour Santa Claus. Ils ont apporté leur tradition avec eux et ont commencé à célébrer la veille de la Saint-Nicolas dans des colonies comme New York, puis la Nouvelle-Amsterdam. À la fin du XVIIIe siècle, lors de la Révolution de 1776, Santa Claus est devenu le symbole de la résistance américaine contre les forces d'occupation britanniques. Saint-Nicolas a été emprunté à cette tradition néerlandaise introduite en Amérique par les premiers immigrants néerlandais, pour des raisons politiques, comme une sorte d'antidote à Noël, qui était célébré par l'ennemi anglais et par la monarchie coloniale britannique. Sa nouvelle renommée s'est répandue dans tout le Nouveau Monde, c'est la raison pour laquelle il est fêté le 25 décembre et non pas le 6 décembre comme Saint-Nicolas. Et tout comme son histoire qui évolue au fil du temps, son apparence s'est aussi vue être modifiée. Pendant longtemps, il a été représenté de différentes manières, portant toutes sortes de tenues, tantôt gros, tantôt mince, tantôt en rouge et tantôt en vert. On y revient là. En 1821, Clement Clarke Moore écrivait un conte de Noël pour ses enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Ce même auteur rédigea un texte intitulé A Visit from Saint Nicholas, qui parut dans le journal Sentinel de New York le 23 décembre 1823. Ce texte parlait de lutins qui distribuaient des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplaçaient dans une carriole tirée par 8 rennes, répondant aux noms de Blitzen, Dasher, Dancer, Comet, Cupid, Donder, Prancer et Vixen. Car oui, un 9e reine fut rajouté en 1939, Rudolph, qui fut chargé d'éclairer le chemin du Père Noël grâce à son gros nez rouge et lumineux. Le récit fut traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. Mais dès les années 1850, le représenter dans un costume rouge était déjà devenu plus populaire que les autres couleurs. Il n'y a pas une seule personne à qui l'on peut attribuer l'invention de l'apparence actuelle du Père Noël. Elle a évolué au fil des siècles, étant modifiée par de nombreuses personnes et de nombreuses façons. Certains ressemblaient déjà un peu au Père Noël d'aujourd'hui et portaient même parfois du rouge. Lorsque l'illustrateur Thomas Nast a commencé à réaliser des dessins de Noël pour le magazine Harper's Weekly, représentant sa version du Père Noël, ils sont devenus très populaires. Dans le numéro du 29 décembre 1866, Nast publie un grand dessin de 2 pages qui combine des éléments de la tradition qu'il a connue dans son enfance en Allemagne avec le poème de 1822 de Clement Clarke Moore. Le dessin, intitulé Santa Claus and His Works, représente un Père Noël à l'allure très familière avec tous les ingrédients de l'histoire, les rennes, l'atelier, un livre avec les enfants méchants ou gentils, tout y est. Ces dessins ont été inclus dans plusieurs publications et petits livres sur le Père Noël, mais chaque fois qu'ils étaient imprimés en couleur, le Père Noël avait une tenue brunâtre ou rougeâtre, et ce, avant même l'invention de Coca-Cola. C'est également lui qui dessine en 1885 le parcours de Santa Claus qui va du pôle Nord aux États-Unis. Sa résidence était ainsi officiellement établie. Un an plus tard, l'écrivain George P. Webster précisa que la manufacture de jouets ainsi que la maison du Père Noël étaient cachées dans la glace et la neige du pôle Nord, confirmant par cette affirmation les dessins de Nast. Il existe néanmoins d'autres versions du Père Noël à cette époque, et même le Père Noël de Nast n'est pas tout à fait le même que celui que nous connaissons grâce aux publicités pour les boissons gazeuses des années 1930. Par exemple, lorsque les légendes de Saint-Nicolas arrivent en Grande-Bretagne chez les païens saxons, cette légende se mélange à la figure du Père Noël, Father Christmas, qui existait déjà. Le Père Noël païen, représentant alors l'arrivée du printemps, est vêtu d'un long manteau vert et d'une couronne de houx, de lierre ou de gui, et possédait le pouvoir magique de rendre les gens plus heureux pendant les longs mois d'hiver. On a également connaissance d'une autre variante du Père Noël. Selon les légendes nordiques, le dieu Odin vient visiter la Terre lors du solstice d'hiver, arborant d'une barbe blanche et portant un long manteau bleu. Il parcourait ainsi les terres du monde sur son cheval à 8 pattes, en offrant des cadeaux aux bons humains et des punitions aux mauvais. Mais retournons dans les années 20, aussi appelées les années folles. La folie des années 20 se caractérise par de nombreuses nouveautés, comme l'apparition du jazz, de la radio, du cinéma ou bien encore de l'électroménager. C'est l'époque de Joséphine Baker, de l'Art déco ou encore de Coco Chanel. Emportés par cette vague d'euphorie créatrice et libératrice, de nombreux Américains ont profité de cette ambiance conviviale et résolument moderne avant de rentrer dans un pays en proie à la prohibition et au conservatisme. C'est donc dans cette époque propice à la création et à la gaieté que le Père Noël
tel qu'il était dépeint par Coca-Cola et tel qu'il ressemble aujourd'hui, est devenu un personnage très populaire qui apparaissait régulièrement sur les couvertures de magazines et dans les publicités. En particulier grâce à des illustrateurs comme Norman Rockwell et Joseph Christian Leyendecker qui le représentent comme un grand Père Noël rond avec son costume rouge bordé de fourrure, sa grande barbe blanche, ses bottes noires, sa ceinture et tous les accessoires qu'on lui connaît. Il était devenu une image familière dans tous les États-Unis, puis dans le monde entier. Voici une galerie de représentations du Père Noël dans des magazines, des publicités et des cartes postales, vendant même des boissons, toutes publiées avant la campagne de Coca-Cola en 1931. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez qu'il ressemble au Père Noël que nous connaissons aujourd'hui? Cerise sur le gâteau, bien que nous ne puissions pas voir de quelle couleur est la tenue du Père Noël, tout semble familier, y compris les lutins dans ce film de 1925. Dans les années 1920, Coca-Cola commence à utiliser le Père Noël dans ses publicités. En 1930, en raison de la crise économique, les ventes de soda se tassent légèrement. Pour s'étendre à l'international, l'entreprise crée The Coca-Cola Export Corporation afin de redynamiser les ventes de boissons rafraîchissantes, idéales en été mais délaissées durant la saison hivernale. En 1931, l'entreprise décide alors de lancer une grande campagne de communication à travers le monde mettant en scène le Père Noël. La compagnie commence alors à placer des publicités de Coca-Cola dans des magazines populaires. Archie Lee, associé à la DRC Advertising Agency, qui travaillait avec Coca-Cola, voulait montrer un Père Noël sain à la fois réaliste et symbolique. Coca-Cola a donc demandé à l'illustrateur Haddon Sundblom, natif du Michigan, de créer des images publicitaires qui montraient un vrai Père Noël et pas seulement un homme déguisé. La firme paria sur le potentiel et l'intérêt publicitaire que représentait le personnage. Elle demande alors à l'incroyablement talentueux Haddon Sundblom d'illustrer toutes ses publicités. Au début, Sundblom peignait ses images du Père Noël d'après un modèle vivant, son ami Lou Prentice, un représentant à la retraite. À la mort de celui-ci, Sundblom se prend lui-même comme modèle, se peignant devant un miroir. Ensuite, il a commencé à utiliser des photographies pour créer l'image du bonhomme joufflu. Celui-ci dessine alors le vieux bonhomme avec de bonnes joues, de l'embonpoint, un air bon enfant et chaleureux, habillé de rouge et de fourrure blanche et coiffé d'un bonnet assorti et bien sûr, il est en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution des jouets. De cette façon, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. On voit donc qu'il s'inspire d'une multitude d'images existantes. Ça va des cartes postales de la suédoise Jenny Lindstrom, aux caricatures de l'illustrateur américain Thomas Nast, ou encore une publicité pour les bonbons Sugar Plums. Le dessinateur l'habilla bien sûr aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola, en rouge et en blanc. Pendant des décennies, le Père Noël de Sundblom a été utilisé par Coca-Cola et son Père Noël a été vu dans le monde entier. Toutefois, en France, le Père Noël a mis un peu plus de temps à s'imposer dans la culture populaire. Dans un pays profondément catholique où Noël est associé à la naissance de Jésus, il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le Père Noël fasse son entrée dans les chaumières françaises. D'ailleurs, la chanson Petit Papa Noël a été transmise sur les ondes françaises en 1946. À l'origine, elle a été créée en hommage aux enfants dont les pères étaient absents, partis faire la guerre. Aujourd'hui encore, la société utilise un Père Noël basé sur le dessin de Sundblom. L'artiste a laissé libre cours à son imagination et à ses goûts pour dessiner le Père Noël. Mais nous savons déjà que le Père Noël ressemblait à peu près à ce que nous connaissons avant que Sundblom ne commence à le dessiner. Évidemment, le fait que l'une des plus grandes marques du monde ait inondé les médias, les rues et les magasins avec sa version du Père Noël a joué un rôle énorme pour que tout le monde commence à voir le Père Noël de cette façon et oublie les versions précédentes, ce qui a, malheureusement, contribué à l'oubli de Saint-Nicolas. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à bombarder la barre de pouce bleu, à laisser un petit commentaire et surtout à s'abonner. Je tiens également à vous remercier, on a dépassé tous ensemble la barre des 1000 abonnés et c'est vraiment un super cadeau de Noël. Je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes, profitez de vos amis et de votre famille, prenez soin de vous et protégez-vous. Joyeux Noël et on se retrouve l'année prochaine les petits loups.